à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints ce matin dans notre chronique cybersécurité. Alors on va évoquer la question, le sujet du cyber-djihadisme et donc des contenus illicites que l'on peut trouver donc sur Internet. Alors avec les islamistes radicaux, la violence, la provocation, les appels à la haine et le prosélytisme ont été portés évidemment à leur paroxysme. Je vous propose d'évoquer ce sujet avec notre expert Laurence Bidner qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Merci Laurence d'avoir répondu donc à notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste de la diffusion des contenus djihadistes en ligne. La première question, même s'il y en a beaucoup que l'on souhaiterait vous poser, c'est finalement comment est-ce qu'on peut lutter contre la diffusion des contenus djihadistes en ligne ? Permettez-moi de faire un rappel des évolutions récentes de cette activité djihadiste en ligne et un état des lieux de l'activité et de la lutte qui est menée contre elle. Alors, dès 2015, on a constaté une migration de l'activité djihadiste des réseaux sociaux dits grand public vers Telegram, qui est une application de messagerie chiffrée, dans un mouvement de repli vers une forme de clandestinité ou de semi-clandestinité. Si on prend l'exemple de l'État islamique, on peut faire un parallèle entre la situation sur le terrain, l'évolution de la situation sur le terrain et l'évolution de l'activité djihadiste en ligne. On était face à un proto-État qui était en contrôle territorial et qui, à l'aune des défaites militaires, a migré vers un groupe insurrectionnel qui mène des actions clandestines. En parallèle, en ligne, on était face à une déferlante de propagande sur Twitter, sur Facebook, avec une occupation de l'espace web importante qui a mué vers cette semi-clandestinité de Telegram. Sur le terrain, on est actuellement face à des attaques éclairs de l'État islamique contre les forces en présence dans des zones qui ont été libérées. Parallèlement à ça, en ligne, l'État islamique souhaite toujours et parvient à faire réémerger des contenus depuis Telegram vers le web surfacique. Et même si la longévité de ces contenus est assez courte, ils arrivent quand même à percer la censure. Ça, c'était en termes de plateforme. En termes de production, on a constaté une inflexion suite au revers militaire, suite à l'attrition territoriale, suite également à l'élimination ciblée de responsables et de leaders médiatiques de l'État islamique, un fléchissement du volume de production et également une baisse qualitative des contenus avec des maladresses récurrentes, des erreurs de traduction, etc. Donc voilà un petit peu les effets de la lutte à la fois sur le terrain et du contrôle et de la censure en ligne. Néanmoins, l'activité djihadiste en ligne se porte toujours bien. L'État islamique continue malgré tout ça à produire de nouvelles productions. De plus, il recycle des anciens contenus en ajoutant des sous-titres, des traductions, etc. Et parallèlement aux organes médiatiques officiels de l'État islamique, on voit émerger, même proliférer, on peut dire, des petits groupes ou des individus qui sont sympathisants de l'État islamique et qui sont très actifs en ligne. Tout ça, c'était pour l'État islamique. On a également Al-Qaïda et la constellation de groupes qui lui sont liés et qui sont, eux, également, qui ont une vie médiatique prolixe. Voilà où on en est en termes d'état des lieux et de lutte qui est menée contre ça. Alors on l'a compris avec effectivement ce que vous dites et puis ce que l'on voit dans le quotidien, c'est très organisé. On voit qu'il y a effectivement plusieurs groupes qui influent, qui produisent, qui sont très présents sur les, alors que ce soit les réseaux, les moteurs de recherche, les plateformes, etc. Comment aujourd'hui est-ce qu'on peut améliorer la coopération entre les différents
différents acteurs, parce qu'on a bien compris qu'il ne s'agit pas, c'est pas une lutte au niveau d'un pays, c'est une lutte collégiale. Il faut que tous les acteurs, que ce soit les États, que ce soit les hébergeurs, que ce soit les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, tous doivent être impliqués. On a bien vu quand même une évolution dans cette coopération. Évidemment, on peut faire mieux. Alors, comment peut-on faire ? Oui, alors, non seulement cette coopération est souhaitable, mais elle est cruciale. Les plateformes web, d'ailleurs, l'ont parfaitement compris et ont commencé à structurer cette coopération. Ils ont mis en place le GIFCT, Global Internet Forum to Counter Terrorism, qui a été lancé l'été dernier par Twitter, Facebook, Microsoft et Google, qui intègre également d'autres plateformes à ce forum, qui organise des sessions de travail, des groupes de réflexion avec des acteurs web d'une part et avec des acteurs gouvernementaux d'autre part, et pour réfléchir sur les tactiques et les stratégies à mener dans cette lutte. La création de ce forum a fait suite au constat qu'effectivement les groupes djihadistes en ligne font feu de tout bois et utilisent de façon globale les plateformes, rebondissent d'une plateforme à l'autre, sont résilients entre les plateformes au sein d'une même plateforme. Et le fait d'avoir une vision systémique et de comprendre comment les flux naissent et comment ils se disséminent est, à mon avis, crucial dans cette lutte à mener. Et je pense que ces forums doivent impérativement intégrer non seulement les acteurs importants, mais également des plateformes plus jeunes, de taille plus modeste, qui ont peut-être moins de moyens, moins d'expérience, pour faire un transfert d'expérience sur la lutte à mener contre ces contenus. Donc effectivement, un rayonnement et une implication de tous, quelle que soit leur taille, pour être effectivement plus efficaces ensemble. C'est effectivement cette idée de coopération globale que l'on retient. Peut-être un dernier point sur les responsabilités, puisque évidemment on y pense. Alors il y a effectivement lutter contre ces contenus djihadistes en ligne, et puis il y a aussi la limite finalement pour laisser la libre expression de chacun et ne pas arriver à ce qui pourrait être craint par certains, qui serait finalement une surveillance généralisée de tous les contenus. Où est-ce qu'on place la limite ? Comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser et puis quelque part à rassurer aussi certains internautes sur ces questions qu'ils peuvent se poser ? Oui, alors en termes de suppression des contenus, on est face à un certain nombre de dilemmes qui sont notamment d'ordre opérationnel et d'ordre éthique. En termes opérationnels, en fonction de l'instance concernée, on a intérêt ou pas à supprimer des contenus. Je m'explique. Par exemple, si on considère ce conflit-là, cette lutte-là de manière conventionnelle, on pourrait avoir intérêt à se dire on supprime des contenus, ça perturbe leur activité en ligne, le fait de vouloir réémerger ailleurs leur coûte des ressources, et c'est toujours ça de gagner en termes de perturbation. D'un point de vue judiciaire également, on pourrait penser que, par exemple, une fois qu'on a glané suffisamment d'informations sur un compte, suffisamment pour alimenter une procédure, on pourrait décider de clore ce compte si on le considère nocif ou dangereux. Bon, d'un point de vue du renseignement, c'est un petit peu différent. Cette activité en ligne constitue une mine d'informations et permet, bien sûr, aux services de renseignement d'infiltrer les groupes djihadistes, de mener une surveillance. Et plus ces comptes accessibles seront supprimés, plus ces groupes vont descendre dans le deep ou dans le dark web, et moins on aura accès à ces informations. Donc on est quand même face à des points de vue qui sont tous légitimes et pour lesquels il est un petit peu difficile de trancher. D'autre part, en termes éthiques, il y a de multiples questions qui se posent. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un contenu à supprimer ? Si certains contenus
ne pose pas question, hein, par exemple des tutoriels ou des appels à frapper ou des vidéos d'exaction qui ne posent pas d'ambiguïté. On a à côté de ça toute une zone grise de contenu ambigu et très limite, et notamment certains contenus à caractère religieux qu'il est compliqué, pour des raisons de liberté d'expression et de liberté de pensée, de censurer. D'autre part, à qui revient la prérogative de décider quel contenu doit être supprimé ou ne doit pas l'être? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est aux réseaux sociaux et donc au secteur privé? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer, et ce ne serait pas absurde, de mettre en place des structures neutres, constituées d'experts multidisciplinaires, d'experts en faits religieux, d'experts en symboles djihadistes, etc., qui pourraient apporter un regard extérieur sur quel contenu est à supprimer ou pas. Voilà. Ensuite, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent concerne le djihadisme, mais cette réflexion est, je pense, à élargir à d'autres extrémismes, à d'autres radicalismes, que sont l'extrême droite, l'extrême gauche, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, etc., et qui ont actuellement de nombreux relais sur les réseaux sociaux et qui produisent des contenus dont le volume est considérable, ce qui ferait également pencher pour une externalisation de cette surveillance et de ce monitoring à des instances extérieures. Merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé votre expertise sur un sujet, on l'a compris, particulièrement délicat et complexe à traiter. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés pour suivre les prochaines interviews dédiées à la cybersécurité en ce mois de janvier 2018. Très belle journée à tous.